Bienvenue dans le Culture Mag. Si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe ici ou là-bas sur la scène des arts et des spectacles, eh bien c'est maintenant. Dans ce journal Focus Danse, nous recevons David Vampak, chorégraphe et danseur français. Il va nous le dire, mais de ce que nous avons vu, eh bien il travaille les rituels, les trans, les dépassements du corps. Bien sûr, c'est souvent comme ça en danse, mais dans son cas, c'est véritablement très poussé. Danse encore avec un portrait de Raymond Hug. Les puristes le connaissent, ce petit monsieur bossu, difforme, a révolutionné les codes de l'esthétique danse. Élève de la grande Pina Bausch, Raymond Hug a modifié de façon hypnotique la perception du temps et du mouvement. Le Culture Mag l'a suivi à Tel Aviv, capitale énergique s'il en est. Et puis nous irons à Venise. La Mostra vient de récompenser le cinéaste Bertrand Tavernier. Un lion d'or pour 40 ans de carrière. On lui doit entre autres le Quai d'Orsay, l'Horloger de Saint-Paul, L627 et bon nombre de documentaires très forts, dont un sur la guerre d'Algérie titré La guerre sans nom. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous. Nous partons en Jordanie. Un spectacle d'un nouveau genre s'est tenu la semaine dernière dans un théâtre d'Amman. Un spectacle titré « Campagne jordanienne pour stopper le contrat sioniste du gaz ». Des acteurs et des activistes veulent dénoncer sur scène l'accord passé entre le royaume hachémite et Israël sur le gaz. Et plutôt que de manifester, eh bien, ces militants ont préféré monter une pièce de théâtre et le procès qu'ils voudraient mener contre cet accord contre l'entité sioniste. Bertrand Tavernier, lui aussi, est un artiste qui a voulu infléchir le réel. Le réalisateur français a une liste impressionnante de films. Il vient de recevoir à Venise un Lion d'Or, une 72e édition de ce festival qui a salué l'auteur de L627, de Quai d'Orsay, de l'APA, du célèbre Horloger de Saint-Paul. Début, bien sûr, d'une longue collaboration avec Philippe Noiret. On doit également à Bertrand Tavernier, né pendant la guerre à Lyon et fils de résistants, des documentaires, notamment sur la guerre d'Algérie. Un réalisateur libre donc, indépendant, qui a su allier public et exigence morale. Je ne pense pas en thèmes, je ne pense pas en thèmes sociaux, je pense en termes de personnages, de situations humaines, d'émotions. Un thème, pour moi, n'est pas un sujet de film. Une situation sociale n'est pas un sujet de film. À suivre, notre invité, le chorégraphe David Vampak et notre reportage sur le danseur Raymond Hug. Mais tout de suite, le highlight. Ces projets sont connus pour être un mélange de plusieurs fragments, eux-mêmes composés de différents éléments. Née au Caire en 1979, Iman Issa est une artiste dont les œuvres explorent la relation entre l'histoire, la mémoire, le langage et les objets. Son installation, Heritage Studies, étudie les œuvres d'art historiques à travers la poésie, des descriptions écrites et des formes diverses d'expression. Ces pièces sont généralement simples et modestes, mais d'une grande élégance. Ces petites vidéos, ces photos et ces textes utilisent le langage pour créer des scènes incertaines mais résonnantes. Voilà. Bonjour David Vampak. Bonjour. Voilà, alors vous êtes chorégraphe danseur, vous êtes l'une des têtes d'affiche du festival Divers, un festival de danse qui est présenté en Israël à Tel Aviv. J'ai vu sur votre site que vous mixiez des mesures burlesques et rigueur mathématique. Est-ce que c'est un message qui passe auprès des Israéliens? On verra bien. Parce que le spectacle... Non, mais c'est pas la première fois que vous venez en Israël. Pour montrer mon travail, si. Je suis déjà venu une première fois en touriste, mais c'est la première fois que je vais montrer mon travail, donc on verra bien. Je l'ai montré déjà hier soir, ça s'est très bien passé. Bon, ben voilà, donc ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que ça veut dire, voilà, rigueur mathématique, des mesures burlesques? Bon, ça vient de pas moi déjà, hein, voilà, ça vient de... C'est sur votre site, hein? Oui, oui, mais c'est un entretien, c'est un interview avec un journal. Donc, non, mais ma question, en fait, porte sur votre façon de travailler, c'est-à-dire quoi? Il y a à la fois de l'humour dans certaines postures, et puis en même temps une précision sur les corps? Oui, tout à fait, je crois que c'est... Oui, tout à fait. J'essaie de trouver une bonne distance avec le sujet les sujets que je peux choisir et d'être à la fois
Oui, en effet, rigoureux sur peut-être aussi le respect que je peux avoir avec les matières que je choisis, comme des références historiques, le Sacre du Printemps ou Casse-Noisette ou même les danses de salon. Et en même temps, voilà, une sorte de distance, d'humour et de ne pas trop se prendre au sérieux parce que c'est du spectacle et qu'on est quand même aussi là pour se faire plaisir aux spectateurs. Alors, on va parler de Casse-Noisette, mais d'abord, on va parler de votre nouveau spectacle. C'est quoi? C'est une revisitation du Sacre du Printemps? Oui. Moi, je l'appellerais plutôt une forme d'interprétation de cette référence. Ça a été une évidence pour moi de travailler sur cette pièce parce que du coup... Vous vous attaquez à quelque chose de... Oui, c'est vrai que c'est un gros truc et qu'il y a eu énormément de versions et que beaucoup de gens s'y sont collés, comme on dit. Mais pour moi, c'était pas une obligation, loin de là. C'était plutôt une forme de... Ça me paraissait naturel vu les sujets que je pouvais traiter, en l'occurrence l'état de transe, d'extase, qui sont beaucoup... Voilà, qui sont très véhiculés dans cette pièce-là. Et j'avais très envie, en effet, ça me faisait peur quand même d'aller par là, mais en même temps j'ai eu envie de le faire. Parce que nous, le grand public, on connaît le Sacre du Printemps par Maurice Béjart. Bon, il doit y en avoir d'autres, bien évidemment, mais comment vous vous éloignez comme ça de ces poids lourds je pense que le fait que j'ai choisi de ne pas prendre la musique, donc c'est-à-dire qu'elle nous a beaucoup inspiré. On l'a écouté beaucoup avec Tamar Chelef, qui donc partage le plateau avec moi, qui est d'ici, qui est de Tel Aviv, et on a écouté beaucoup de versions, mais dès le début, je savais que c'était très clair. Je voulais pas utiliser la référence parce que justement, je trouve qu'elle embarque comme ça toutes les mémoires qu'on peut avoir de différentes versions. En effet, Maurice Béjart, Trej Locage, Pina Bausch, il y a eu beaucoup de versions. Donc du coup, en n'ayant pas la musique, pour moi, il y avait beaucoup plus de liberté aussi qui se présentait. J'avais peur qu'on me critique par rapport à ça, il y en a qui l'ont fait, mais en même temps, je crois que ça a plutôt plu quand on a créé. Ça fait 4 ans que la pièce a été créée à Montpellier, et je crois que les gens ont plutôt aimé qu'il y ait cette singularité, en fait. C'est vous qui avez décidé ces costumes, comme ça, ces espèces de juste au corps Les costumes, non, on les a travaillés ensemble avec une costumière avec qui je travaille beaucoup depuis 15 ans, Rachel Garcia. Donc j'avais parlé beaucoup de cette époque du Moyen-Âge, qui était pour moi justement... C'est une époque que j'aime beaucoup, qu'on a tendance en français à dire voilà, c'est quelque chose qui est moyenâgeux, c'est quelque chose qui est poussiéreux, et voilà. Et pourtant, pour moi, le Moyen-Âge, c'est au contraire, c'est très riche. C'est aussi cette période des croisades où les gens partaient avec leurs enfants, leurs femmes, leurs hommes, ils partaient tous ensemble, et ils pouvaient mourir de ces voyages. Et pour moi, il y a une forme de courage en fait dans cette époque-là. Et elle me plaisait, après aussi parce que les tapisseries, Bayeux et tout ça que je trouve vraiment fascinant, les textes, Ronsard et tout. Mais justement parce qu'il y a un truc, j'aime bien ça me questionne beaucoup quand les gens ont un rapport à une chose en disant ça m'écoeure, j'aime pas ou ça m'écoeure. Et justement, la dernière pièce que je viens de créer il y a 2 mois pour Montpellier aussi, pour le festival, j'ai utilisé la salive. C'est vrai que j'aime beaucoup les choses qui, comme ça, vont dégoûter ou déranger, on va dire déranger. Oui, je l'ai dit en préambule, vous travaillez le corps, le dépassement du corps. Alors, il y a une autre tête d'affiche avec vous pendant ce festival Diver. C'est un très grand danseur, c'est façon de dire, mais je veux dire, c'est une figure très forte de la danse. Il s'appelle Raymond Hug, que vous devez connaître, bien évidemment. C'est la première fois qu'il venait en Israël, et les caméras du Culture Mag l'ont suivi. C'est un reportage signé Léa Bouchoucha, Nassib Pazid Dank et Daniel Bock. Le solo du chorégraphe Raymond Hug fait ses premiers pas en Israël. Sens extrême de la posture, fin déhanchement, torsion du buste inspiré par la Grèce antique, pas légèrement bancal et dos bien droit. Le solo l'après-midi, écrit sur mesure pour son complice Emmanuel Egarmont, a ouvert tout en finesse le Diver Festival, le festival israélien de musique contemporaine. Donc ici, avec Raymond, on recherche vraiment d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de ne pas rajouter de mouvements qui ne seraient pas nécessaires et d'éviter toute forme de technicité apparente. Et c'est sur la scène rectangulaire du célèbre temple de la danse, le Suzanne Delal Center, un théâtre au cœur du quartier des artistes de Neve Tzedek, que le chef d'orchestre s'est produit avec son juvénile interprète pour la première fois en Israël. Inspirée par l'après-midi d'un faune, chorégraphiée par Václav Nijinsky en 1912, la pièce brise avec exigence les codes du répertoire traditionnel sur une musique de Claude Debussy. Je pense que Raymond Hog représente une forme de danse inconnue en Israël, une forme de beauté que nous, Israéliens, ne connaissons pas ici.
Le corps d'Emmanuel Egarmont, mu par un mouvement minimal, a priori intrigue le spectateur propulsé dans un univers où rituel et silence font leur loi. Convié à cet étrange jeu, le spectateur est rapidement hypnotisé par ce ballet à la chorégraphie abstraite et aux pas comptés. Il capte avec attention chacun des rituels, comme le lait que Raymond Hogg renverse sur le sol. Raymond Hogg is an artist of music, but at the same time he's an artist of silence. Je pense que Raymond Hogg est un artiste de musique, mais en même temps, il est un artiste du silence et de la concentration. Je pense qu'en Israël, nous sommes beaucoup trop habitués au bruit et à l'énergie. C'est apaisant, mais aussi troublant de l'inviter. Israël ne peut peut-être pas produire de tels artistes. Le virtuose, bossu depuis l'enfance, ne correspond pas aux normes traditionnelles de la danse. Qu'importe. L'artiste revendique sa différence. Fight for diversity and difference. For me, I come from Germany. I was born after the war, but I live with a German history. Je combats la différence. Je suis allemand et né après la Seconde Guerre mondiale. Je suis conscient que des handicapés ont été tués par les nazis. Je m'oppose à toute forme d'exclusion, quel que soit le corps, la couleur de la peau ou l'origine. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais survécu durant cette période. Après avoir été successivement journaliste et dramaturge de Pinapurge, le chorégraphe allemand a provoqué les spectateurs suspendus à chaque geste. Ce spectacle m'a intéressé et a attiré ma curiosité. Je ne le connaissais pas avant, mais j'ai vu des vidéos et j'ai adoré ce que j'ai vu. Je pense qu'il apporte un corps différent à la danse contemporaine. Instant poétique, hypnotique et élégant, le duo masculin semble bien avoir triomphé. Alors vous, David Vampak, et surtout Raymond Hogg, ça bouleverse un peu les codes en Israël. Vous le connaissez, vous aimez, une réaction? Oui, enfin, je le connais peu, on s'est rencontrés, on s'est parlé, mais je sais que les premières fois où j'ai vu son travail, j'étais très très ému, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'était un voyage. Enfin, c'était une pièce, je me rappelle, de plus de 3 heures. Oui, c'est un vrai voyage. C'est hypnotique. Oui. Est-ce que pour faire avancer la danse, il faut toujours casser les codes? Vous disiez tout à l'heure, vous avez revisité Casse-Noisette, le Saxe aussi du printemps, c'est une revisitation. C'est-à-dire qu'on veut faire progresser une pièce en cassant les codes à chaque fois, c'est comme ça qu'on avance? En tout cas, je ne pense pas avoir la prétention de vouloir faire avancer la danse. J'essaie juste d'apporter un peu quelque chose qui m'est personnel, des réflexions personnelles, d'être à l'écoute de... Voilà, c'est pas toujours évident justement, d'être à l'écoute de qu'est-ce qui pourrait me stimuler pour faire une pièce. Et c'est pas forcément... En tout cas, voilà, c'est pas dans une prétention de vouloir faire avancer la danse. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, lorsqu'on veut faire du burlesque, d'affadir un peu son propos? Parce que c'est cette rigueur de la danse. Alors pareil, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le burlesque, c'est quelque chose qu'on m'a donné comme ça. Alors peut-être cette pièce-là, je pourrais dire que oui, elle est burlesque. C'est une pièce qui s'appelle Battement, ça c'est clair. Mais non, mais même Sacre, ça a l'air un peu... Non ? Non, je pense qu'on travaille sur une respiration accélérée, sur une hyperventilation. Donc du coup, ça nous provoque un état qui m'intéressait beaucoup, qui est un peu un état d'ivresse, parce qu'on hyperventile, on hyperoxygène, et que je trouvais que c'était exactement ce qui m'intéressait. Enfin, Stravinsky et Roerich, qui sont les deux pères du Sacre du Printemps, Roerich étant plutôt celui qui avait signé les costumes et le décor, voilà, parle du printemps comme un moment, voilà, en effet, d'extase, d'ivresse, et surtout de violence, et non pas le printemps bucolique. Il parle vraiment de ce moment de division cellulaire, et donc de quelque chose, oui, où il y a une vraie violence. Et donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est de questionner cette référence à l'endroit des thématiques, à l'endroit aussi de qui a signé cette pièce, qu'il y a eu tout un conflit à savoir qui est vraiment le père de la pièce, à savoir que le chorégraphe n'étant pas du tout le père de la pièce, Nijinsky. Donc il y avait aussi toute cette histoire-là qui me plaisait. Mais après, je dirais qu'on cherche une physicalité. Avec Tamar, on a vraiment beaucoup travaillé sur ça. Qu'est-ce qui pouvait faire pour nous quelque chose de sacré, par exemple? Et est-ce qu'être debout sur scène, c'est pas ça qui est... Dès le début, j'ai dit à Tamar, voilà, pour moi, ce qui est sacré, ça serait de venir debout sur un plateau. Je trouve que c'est un acte politique fort. Et donc, se tenir debout. Qu'est-ce qu'on vient de dire sur scène? Qu'est-ce qu'on vient de dire face à un public?
Alors, généralement, on n'arrive pas en rampant, enfin, c'est assez rare quand même, mais j'aime beaucoup le mot de physicalité. C'est un très joli mot, ça met une dimension très intellectuelle sur quelque chose qui est très physique. Merci beaucoup, David Van Pack. Sacre, donc c'est un spectacle à voir si vous êtes à Tel Aviv, en Israël, et puis qui va être en France au mois d'octobre, c'est ça, à Alès? Alès, c'est la dernière pièce qu'on vient de créer à Montpellier. Ça s'appelle Urge. On joue à Alès, au sud de la France. Ouais. Ah bon, j'avais cru comprendre sur votre site que justement Sacre allait être joué à Alès. Non, en fait, c'est Alès et le nom. C'est Alès avec une autre pièce. Okay. Ouais. Merci beaucoup. De toute façon, voilà, on va se quitter sur des images un peu particulières. On va se quitter avec la reine. J'espère que vous l'aimez. C'est la reine d'Angleterre, 63 ans, 216 jours de règne et toujours l'amour indéfectible de ses sujets. Une reine digne, capable de burlesque, elle aussi. Souvenez-vous de cette scène extraordinaire avec James Bond pour l'ouverture des JO en 2012. À demain, merci.